Le jardin de la fête était plongé dans un silence qui ne seyait guère à une célébration. Pas de rire, pas de tintement de verre, seulement ce suspens figé, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. 200 invités de la haute société se tenaient là, comme pétrifiés. Et au milieu d'eux s'agenouillait Osvaldo Medeiros, l'homme devant lequel tout le monde s'écartait d'ordinaire. Il était à genoux sur le sol, des larmes coulant sur son visage, comme si on lui avait arraché toute fierté de son corps. À ses côtés, Clyde sanglotait, les mains jointes comme pour une prière, et Ryan se couvrait la bouche, comme pour étouffer ses propres bruits. 3 personnes qui d'habitude commandaient aux autres étaient soudainement devenues toutes petites. Au centre de ce cercle se tenait une femme vêtue d'une robe rouge. Elle la portait comme une décision, non comme un bijou. La lumière s'accrochait au tissu, et tout en elle paraissait calme, claire, intouchable. La plupart ne la reconnurent pas. Certains la fixaient, comme si un nom leur brûlait les lèvres, mais ils ne le trouvaient pas. Elle ressemblait à quelqu'un qui ne demande pas la permission d'être vu. Puis elle prononça 3 mots, doucement, et pourtant si distinctement qu'ils fendirent le silence comme un couteau. « Je vous pardonne ». Ce n'était pas une phrase qui cède. C'était une phrase qui trace des frontières. Le jardin, qui ressemblait encore un instant plus tôt à une scène pour le pouvoir et l'argent, devint une salle d'audience. Dans les visages des invités, il n'y avait plus de moquerie, mais quelque chose dont ils n'avaient pas l'habitude. De la honte, de la curiosité, de l'admiration, de la peur. Comme s'ils comprenaient pour la première fois qu'un être humain ne se mesure pas à son rang, mais à ce qu'il endure et à ce qu'il finit par en faire. Et à cet instant précis, alors qu'Osvaldo abaissait son front vers le sol et que Clyde luttait pour respirer entre 2 sanglots, une image s'immisça dans l'air comme une ombre. Le même jardin, le même sol, le même endroit. Sauf qu'il y a 2 ans, ce n'était pas un homme puissant qui s'agenouillait là, mais une femme, respirant lourdement, humiliée, jetée à terre par des mots qui pesaient comme des pierres. À l'époque, le silence n'avait pas été empreint de respect, il avait été cruel. 2 ans plus tôt, on s'était moqué d'elle, on l'avait filmée. On en avait fait une chute qui s'était propagée plus vite que n'importe quelle rumeur. Une vidéo, quelques secondes, assez pour souiller toute une vie. Et pourtant, elle se tenait là maintenant, comme issue d'une autre vie, dans une robe rouge qui ne criait pas à la vengeance, mais à la dignité. Si l'on y regardait de plus près, il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux. Plutôt quelque chose de plus lourd, de plus mûr. Le souvenir de ce qui fut et la décision de ne plus se laisser posséder par cela. Elle n'était pas venue pour rendre les coups comme ceux qui l'avaient piétinée autrefois. Elle était venue pour prouver que l'on peut gagner même sans violence. Je vous pardonne. 3 mots qui mirent les puissants à genoux. Et la question qui flottait au-dessus du jardin était soudain la même dans chaque esprit. Comment une femme traitée comme invisible devient-elle la personne la plus forte de la pièce? Que doit-il se passer pour que ceux qui riaient finissent par pleurer? Tout au début de cette histoire, bien avant que cette robe rouge ne fasse taire le jardin, il n'y avait qu'une petite cabane, un matin froid, et une femme qui faisait semblant, chaque jour, que sa douleur n'était qu'une partie de son travail. Le matin commençait bien avant l'aube. À 5h30, Esperanza Silva était déjà pieds-poings nus sur le sol froid de sa petite cabane en pisé. Ses pieds étaient enflés, son dos la faisait souffrir, et chaque pas donnait l'impression de traîner quelque chose d'invisible derrière elle.
140 kilos de corps, mais un poids encore plus grand fait de souvenirs, de pertes, de choses qui n'avaient jamais été dites. Le silence dans la pièce était dense. Elle était seule depuis 2 ans. Depuis la mort de João, un côté du lit restait froid, peu importe combien de fois elle essayait de se convaincre qu'elle s'y était habituée. Elle restait un instant devant la photo de son mari. Son sourire était la seule chose qui la regardait le matin sans rien attendre d'elle. « Donne-moi la force pour une journée de plus », chuchotait-elle, sans savoir si elle s'adressait à Dieu ou au souvenir d'une vie qui avait été plus légère autrefois. Puis elle saisit le sac en toile contenant ses vêtements de travail. Un chemisier blanc qui ne voulait plus fermer correctement et une jupe noire serrée aux hanches. Des vêtements qui n'étaient pas là pour la montrer, mais pour la faire disparaître. Depuis 15 ans, elle travaillait pour la même famille. Pendant 15 ans, elle n'avait pas été un nom, mais une fonction. Elle arrivait avant le lever du soleil, partait après son coucher et ne laissait rien derrière elle, hormis des sols propres et des casseroles remplies. Les ordres ricochaient sur elle comme la pluie sur la pierre. On lui parlait, mais jamais à elle. Quand elle faisait une erreur, on la voyait. Quand elle faisait tout correctement, elle était invisible. Le chemin vers la villa des Medeiros durait 20 minutes. 20 minutes durant lesquelles ses jambes se frottaient, sa respiration devenait lourde et le froid se mêlait à la sueur. Les gens dans la rue détournaient le regard. Certains faisaient comme s'ils ne l'avaient pas remarqué. D'autres regardaient trop longtemps, avec ce regard qui en disait plus que les mots. Esperança le connaissait bien. C'était le regard qui la réduisait à son poids, à ce qui ne cadrait pas, ce qui ne plaisait pas, ce qui n'était pas désiré. Dans la cuisine de la grande villa commençait la routine. Toujours la même. Balayer, essuyer, laver, cuisiner, servir. Elle mangeait vite, cachée, entre 2 tâches. Chaque commentaire des maîtres s'ancrait plus profondément que la fatigue. Et chaque fois que quelque chose lui faisait mal intérieurement, elle se jetait sur la nourriture, comme s'il s'agissait d'une langue qu'elle comprenait. Une cuillère après l'autre, pour remplir le trou dans sa poitrine qui n'avait pas diminué depuis la mort de João. Pour les autres, elle faisait partie du mobilier. Pour elle-même, elle n'était souvent rien de plus que cela. Pourtant, quelque part sous la lourdeur de son corps, sous l'habitude du silence, vivait encore un souvenir de ce que l'on ressentait à être vu. Elle ne savait simplement plus comment retrouver ce chemin. Ce jour-là, lorsque Cleide mentionna nonchalamment qu'une grande fête aurait lieu le lendemain soir et qu'Esperança devrait rester plus longtemps, quelque chose s'agita en elle. Pas une révolte, pas un défi, juste une pensée silencieuse, presque ridiculement petite. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle être ce soir-là un peu plus que la femme de la cuisine. Elle emporta cette pensée chez elle, comme si elle était fragile. Et elle ne se doutait pas que ce petit souhait allait couper sa vie en deux. La pensée ne la quittait plus. Elle l'accompagnait tout au long de la soirée, à travers le repas frugal, à travers le lit vide. Ce n'était pas un grand rêve, plutôt un souhait timide qu'elle s'avouait à peine. En faire partie, juste un instant. Ne pas servir, ne pas disparaître. Être simplement là, en tant qu'être humain. La nuit, elle restait éveillée et fixait le plafond bas, tandis que la pluie tambourinait doucement sur le toit. Dans sa tête se formait sans cesse la même image. De la lumière dans le jardin, des voix, de la musique, et elle, au milieu, sans s'excuser. Le lendemain après-midi, Esperança se tint longtemps devant le miroir fêlé de sa chambre. Dans ses mains, elle tenait la robe bleue qui pendait dans l'armoire depuis des années.
Elle sentait la naphtaline et le passé. La robe dans laquelle elle avait épousé Johan, quand son rire était encore léger et que son corps ne servait pas de bouclier de douleur. Elle savait qu'elle ne lui allait plus. Et pourtant, elle l'enfila, lentement, en retenant son souffle. Le tissu était tendu, la fermeture éclair restait un peu ouverte. Mais elle tenait, tout juste. Elle lissa la robe, comme pour se donner du courage. Puis elle trouva un vieux rouge à lèvres rouges dans l'armoire, le fit sortir avec précaution, comme s'il pouvait se briser. Sa main tremblait en appliquant la couleur. Dans le miroir, elle ne vit pas, pendant une fraction de seconde, la femme que l'on ignorait quotidiennement, mais quelqu'un qui avait eu de l'espoir un jour. Ce n'était qu'un regard fugace, mais il suffit à faire battre son cœur plus vite. Le chemin vers la villa semblait différent d'habitude. Elle marchait plus lentement, plus droite. Chaque pas était accompagné par la question de savoir si elle se trompait, si elle en demandait trop. Arrivée devant la maison, elle s'arrêta. La porte de derrière était ouverte, comme toujours. Le chemin sûr, le chemin qu'elle connaissait. Mais son regard erra vers l'avant, là où les lumières baignaient le jardin d'un or chaleureux. « Juste aujourd'hui », chuchota-t-elle. « Juste cette fois-ci. » Elle ouvrit la porte d'entrée et entra. La musique était forte, les voix se mélangeaient, les verres tintaient. Personne ne lui prêta attention au début. Pendant quelques minutes, cela fonctionna réellement. Elle prit une assiette, se tint parmi les invités, écouta des bribes de conversation, rit même doucement, sans que personne ne la réprimande. Ce sentiment, aussi petit fut-il, s'ancra profondément en elle. C'est ainsi que cela devait être, pensa-t-elle. C'est ce que l'on ressent quand on en fait partie. Mais alors elle sentit un regard, puis un autre, un rire qui sonnait trop aigu. Elle se tourna, et vit Osvaldo s'avancer vers elle. Son visage s'assombrit, comme si on lui avait montré quelque chose d'inconvenant. Sa voix fendit la musique comme un coup. À ce moment-là, Esperanza sut qu'elle avait fait une erreur. Pas parce qu'elle se tenait là, mais parce que le monde dans lequel elle vivait ne lui accordait pas cette place. La voix d'Osvaldo était assez forte pour couvrir la musique. Les conversations cessèrent, les rires s'interrompirent, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Tous les regards se tournèrent vers Esperanza. L'assiette dans sa main se mit à trembler. Elle sentit son cœur battre jusque dans sa gorge. Pendant un instant, elle voulut dire quelque chose, expliquer, s'excuser. Mais les mots restèrent bloqués. Osvaldo s'approcha, le regard froid, méprisant, comme s'il avait franchi une limite qui, pour des gens comme elle, était invisible, mais strictement gardée. « Pour qui te prends-tu au juste ?» Sa voix porta plus loin qu'il n'aurait été nécessaire. Clyde se tint soudain à ses côtés, le portable déjà à la main, le sourire tranchant comme du verre. Rayhan suivit, le téléphone levé, les yeux brillants d'excitation. Il ne fallut que quelques secondes pour que les murmures commencent, pour que les rires éclatent, pour que quelqu'un ricane et qu'un autre reprenne le ricanement. Le bruit monta comme une vague. Esperanza sentit son visage s'échauffer, la sueur poindre sous la robe. Le tissu, qui l'avait fait se sentir forte peu avant, ressemblait maintenant à un déguisement, à une mauvaise plaisanterie. Elle vit Clyde filmer, entendit Rayhan dire quelque chose sur les réseaux sociaux, sur les clics, sur un moment amusant. Sa honte devint un contenu, son corps une chute de blague. Puis elle perdit l'équilibre, son pied glissa, le talon se brisa, et elle tomba lourdement sur le sol.
Ce ne fut pas une chute dramatique, pas un grand fracas. Ce fut ce bruit sourd qui se produit quand quelque chose cède après avoir porté trop longtemps. La robe se déchira sur le côté, et avec le bruit du tissu qui craque, les rires explosèrent autour d'elle. Les caméras filmaient, personne ne lui tendit la main. Elle se releva du mieux qu'elle put, le regard baissé, la respiration saccadée. Elle courut, loin des lumières, loin des voix, jusque dans la pièce étroite, à l'arrière de la maison, qui lui avait toujours appartenu et qui n'avait pourtant jamais été un foyer. Là, elle retira la robe bleue. Elle gisait en boule sur le sol, sale, déchirée, silencieuse. Elle enfila ses vêtements de travail, comme une armure qu'elle ne connaissait que trop bien. La nuit s'étira à l'infini. Elle servit, débarrassa, entendit des commentaires, sentit des regards, sachant que quelque part dehors, son image faisait déjà le tour du monde. Lorsqu'elle rentra chez elle après minuit, la rue n'était pas vide. Des jeunes brandissaient leurs portables, riaient, chuchotaient. Elle se reconnut sur les écrans, déformée, réduite, ridiculisée. Dans la cabane, elle s'assit sur le lit, encore dans sa jupe de travail. Le téléphone dans sa main vibrait sans cesse. Des milliers de vues, des commentaires qui coupaient comme des couteaux. Elle laissa tomber l'appareil et fixa la robe bleue au sol. 15 ans de travail. 15 ans de silence. Et maintenant, elle était une histoire dont on riait. Cette nuit-là, Esperanza comprit qu'elle avait atteint le point le plus bas. Elle ne pouvait pas tomber plus bas. Et quelque part, entre l'épuisement et les larmes, une question se posa, qui ne la quitterait plus. Allait-elle rester allongée là, ou allait-elle se lever et en faire quelque chose? Le dimanche arriva sans réconfort. Esperanza resta longtemps alitée, comme si son corps avait décidé de ne plus coopérer. Ses muscles étaient douloureux, sa tête bourdonnait, mais le pire était ce vide dans la poitrine, un tiraillement silencieux qui s'intensifiait à chaque souvenir de la nuit précédente. Le vieux téléphone vibrait sans cesse sur la table. Messages, appels, notifications. Elle le retourna, comme pour empêcher le monde de continuer à rire d'elle. Vers midi, elle se força à se lever. La faim n'était pas un besoin, mais un réflexe. Elle ouvrit le réfrigérateur et saisit tout ce qui était à portée de main. Manger devint un mouvement, non un plaisir. Chaque bouchée devait faire taire quelque chose qui refusait de s'éteindre. Entre deux gestes précipités, son regard s'attarda sur la photo de João. Son sourire calme la frappa plus fort que n'importe quel commentaire sur le net. « Si tu étais là, chuchota-t-elle, je n'aurais pas supporté cela. » On frappa à la porte. Esperanza sursauta, s'essuya précipitamment le visage et enfila un peignoir. Devant elle se tenait Raimonda, la voisine, avec une expression qui ne ressemblait pas à de la compassion, mais à de l'excitation. Elle parlait vite, de chiffres, de nouvelles de la ville, d'un ticket de loterie. Esperanza n'écoutait qu'à moitié, jusqu'à ce que Raimonda lui glisse un morceau de papier froissé dans la main. « Tu m'avais pourtant demandé de prendre le ticket, » dit-elle. « Vérifie. » Sans aucune attente, Esperanza alluma la télévision. Les numéros défilaient sur l'écran, l'un après l'autre. Son cœur s'arrêta. Elle regarda le ticket, puis de nouveau la télévision. Encore une fois, ce n'était pas une erreur, pas un jeu de l'espoir. Les numéros correspondaient. La pièce se mit à tourner. Elle s'assit lentement sur la chaise, comme si elle avait peur de tout perdre au moindre faux mouvement. 2 millions. Un chiffre qui ne cadrait pas avec sa vie. Raimonda riait, pleurait, parlait.
Mais Esperanza n'entendait presque rien. En elle, ce n'était pas de la joie qui se répandait, mais une stupéfaction silencieuse. Après la pire nuit de sa vie, arrivait quelque chose qui ressemblait à une réponse. Au bureau de la banque, le ton changea. Des gens qui l'avaient à peine regardé pendant des années souriaient soudain, l'appelaient par son nom. Pour la première fois, elle sentit à quoi ressemble le respect quand il devient achetable. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta devant une salle de sport. Un endroit où, d'ordinaire, elle aurait baissé les yeux. Maintenant, elle poussa la porte, non par courage, mais par défi. Le soir, elle rangea la robe bleue déchirée dans un tiroir. Elle le ferma lentement, comme pour sceller quelque chose. Ce n'était pas un adieu à la douleur, mais une promesse faite à elle-même. Elle ne savait pas encore à quoi ressemblerait le chemin, seulement qu'elle devait l'emprunter, non pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais pour ne pas rester à jamais cette femme que l'on avait jetée à terre en riant. Cette nuit-là, elle mangea peu, pria beaucoup et s'endormit pour la première fois depuis longtemps sans larmes. Quelque chose s'était déplacé, pas à l'extérieur, mais en elle. Et quelque part, au plus profond, une décision commençait à prendre forme. Le lundi commença plus tôt que nécessaire. Esperanza était éveillée avant que le réveil ne sonne, comme si son corps avait compris que l'immobilisme n'était plus une option. Elle enfila sa nouvelle tenue de sport, qui lui semblait étrangère, et noua ses baskets par des mouvements lents et réfléchis. Elle s'arrêta un instant devant le miroir. Son corps était toujours le même, lourd, fatigué, marqué. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Pas du courage, plutôt de la détermination. Dans la salle de sport, ça sentait le caoutchouc et la sueur. Des corps jeunes et sveltes se déplaçaient sans effort autour d'elle. Quelques regards s'attardèrent sur elle, trop longtemps, trop ouvertement. Autrefois, elle se serait détournée. Pas cette fois. Un homme s'approcha d'elle, se présenta comme Carlos, entraîneur, voix calme, regard ferme. Il la regardait, ne voyait pas à travers elle. Lorsqu'elle dit qu'elle voulait perdre 75 kilos, il ne scia pas. Il hocha simplement la tête et expliqua que c'était possible, mais pas facile. Elle ne répondit pas. Elle le savait déjà. Les premières séances furent un combat. 5 minutes sur le tapis de course ressemblaient à une punition. Ses poumons brûlaient, ses jambes tremblaient, la sueur lui coulait dans les yeux. Pourtant, elle resta. Chaque pas était un souvenir du sol dans le jardin des Medeiros. Chaque respiration, un non silencieux à la femme dont on s'était moqué là-bas. Carlos parlait peu, mais quand il le faisait, c'était avec respect. Il corrigeait, encourageait, ne la laissait pas abandonner sans pour autant la bousculer. Parallèlement, elle commença à manger différemment. Moins par faim, plus par désespoir. La nutritionniste lui expliqua ce qu'elle sentait déjà depuis longtemps, que la nourriture avait été son réconfort pendant des années, son langage, sa protection. Maintenant, elle devait apprendre à supporter ses émotions sans les avaler. Des nuits arrivèrent où elle se tenait devant le réfrigérateur, la main sur la poignée, le cœur agité. Alors elle s'agenouillait sur le sol et priait jusqu'à ce que le désir s'apaise. Les semaines passèrent. Le chiffre sur la balance baissait lentement, inexorablement. 20 kilos disparurent, pas soudainement, pas de manière spectaculaire. Mais ils disparurent, et avec eux, quelque chose d'autre, la honte constante d'être vue. À l'église, elle entendait des sermons sur le changement, sur les nouveaux départs, des mots qu'elle ne se contentait plus d'écouter.
mais qu'elle acceptait. Elle commença à lever la tête lorsqu'elle marchait en ville, même si certains la reconnaissaient encore, chuchotaient encore. Elle n'avait pas de nouvelles des Medeiros. Elle n'avait pas appelé, pas expliqué, pas démissionné. Elle n'était simplement plus revenue. C'était son premier vrai non. Et chaque non suivant, aux excuses, aux rechutes, à l'apitoiement sur soi, la rendait un peu plus libre. Elle savait que le chemin était encore long, mais elle était en route, et cela seul changeait tout. 8 mois après cette nuit-là, Esperanza se tint devant la balance et hésita. Non par peur du chiffre, mais par respect pour le chemin parcouru. 45 kilos de moins. Son corps avait changé, mais plus encore sa posture. Elle bougeait plus calmement, avec plus d'assurance, comme si elle avait appris à prendre sa place sans s'en excuser. C'est précisément durant cette phase que le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle décrocha et entendit la voix de son fils. Josué était revenu des États-Unis, réussissant, sûr de lui, plein de projets. Lorsqu'il se tint devant elle, il la reconnut à peine. Dans son regard, il y avait de la fierté et de l'étonnement, mais aussi des questions. Esperanza les esquiva. Elle ne raconta rien de l'humiliation, rien de la vidéo. Elle parla de santé, de discipline, de changement. Pourtant, la vérité restait entre eux comme une porte close. Lorsqu'elle finit par tout lui montrer, son visage changea. Une colère qui n'était pas bruyante, mais dangereusement calme. Il parla de plaintes, d'expositions publiques, de représailles. Esperanza écouta et secoua la tête. Elle avait déjà joué tout cela en elle-même. « Ce n'est pas mon chemin, dit-elle. Je ne veux pas détruire. Je veux tourner la page. » Puis elle lui parla de son plan, de la date qui s'était gravée dans sa mémoire, du jardin, du même endroit. Elle y retournerait, pas pour demander, pas pour accuser, mais pour leur montrer qu'elle avait grandi au-delà de ce qu'ils lui avaient fait. Josué doutait, mettait en garde, craignait pour elle. Mais il vit aussi le calme dans ses yeux. Un calme qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Le temps pressait. Les derniers kilos ne voulaient pas partir. Après de longues discussions, elle décida de subir une opération, non par vanité, mais comme conclusion d'un chemin qu'elle avait elle-même entamé. Carlos et la doctoresse la soutinrent. Ils dirent qu'elle avait mérité le droit de prendre cette décision. La peur était là, mais elle n'était pas plus forte que la volonté de boucler la boucle. Pendant les semaines de convalescence, elle dépendait des autres, était plus lente, plus vulnérable. Pourtant, elle ne doutait plus. Lorsqu'elle se tint à nouveau droite, elle sut qu'elle n'avait plus l'intention de prouver quoi que ce soit à personne. Ce qui l'attendait n'était pas une mise en scène. C'était une confrontation avec le passé qu'elle ne fuyait plus. Le jour approchait, et avec lui, la certitude qu'elle ne se perdrait plus elle-même. Peu importe comment cette soirée se terminerait. Le 15 juin commença calmement. Trop calmement pour un jour vers lequel Esperanza avait cheminé intérieurement pendant 2 ans. Lorsqu'elle monta sur la balance le matin et vit le chiffre, elle resta un instant immobile. 65 kilos. Exactement là où elle avait voulu arriver. Non comme un triomphe, mais comme un aboutissement. Elle ferma les yeux, respira profondément et ne ressentit aucune jubilation, seulement de la clarté. Le soir, des mains étrangères l'aidèrent à se préparer. Coiffure, maquillage, la robe rouge. Tout se fit sans hâte. Elle s'observa dans le miroir, longuement, attentivement. La femme qu'elle voyait n'avait plus rien à voir avec celle que l'on avait laissée par terre sous les rires. Pas à cause du corps, mais à cause de l'attitude.
Elle paraissait calme, recueillie, intouchable. La voiture s'arrêta devant la villa des Medeiros. Les mêmes lumières, la même musique, le même jardin. Lorsqu'elle descendit, les conversations s'arrêtèrent. Les têtes se tournèrent, les pas ralentirent. Personne ne la reconnut immédiatement. Elle traversa la foule, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle s'arrête exactement à l'endroit où tout avait commencé. Elle appela le nom d'Osvaldo. Pas fort, mais clairement. Il se tourna, sourit poliment, jusqu'à ce qu'il regarde son visage de plus près. Lorsqu'elle lui montra la vieille photo, quelque chose changea dans ses yeux. Il lui fallut un moment pour comprendre. Puis, il devint livide. La vérité se propagea comme un choc silencieux. Murmure, portable, regard. Clyde la reconnut, Rayhan également. Larmes, excuses, mots qui arrivaient trop tard. Esperanza écouta sans sourire, sans se durcir. Elle parla calmement, leur rappela ce qui s'était passé, sans exagérer. Elle ne laissa aucun doute sur le fait qu'elle connaissait encore la douleur. Mais elle ne laissa aucun doute non plus sur le fait que celle-ci ne la définissait plus. Lorsqu'Osvaldo tomba à genoux devant elle, ce fut comme si une boucle se bouclait. Elle le regarda longuement. Puis elle prononça les mots que personne n'attendait. Elle pardonna. Non parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle-même voulait être libre. Le jardin s'emplit d'applaudissements, de larmes, d'un respect qui n'était pas acheté. Plus tard, quand la nuit se fit plus silencieuse, elle quitta la fête sans hâte. Elle savait que ce moment n'avait pas été son but, juste une transition. Dans les mois qui suivirent, elle fonda un lieu pour les gens comme elle, un lieu pour le changement sans la moquerie. Carlos resta à ses côtés. Le passé perdit de son poids, non parce qu'il était oublié, mais parce qu'il était transformé. Quand Esperanza regarde aujourd'hui dans le miroir, elle ne voit pas une gagnante. Elle voit une femme qui a appris à se tenir elle-même. Et cela, elle le savait, était plus que n'importe quelle vengeance n'aurait jamais pu offrir.